Que connaissez-vous de la Chine? Les 9,6 millions de kilomètres carrés de son vaste territoire ou les 3 millions de kilomètres carrés de ses immenses mers? Ces paysages aux 4 saisons alternées ou une symphonie de glace et de feu? Quittant le sol et planant dans le ciel tel un oiseau, vous aurez une vue au-delà de votre imagination. On part pour des endroits ordinairement inaccessibles, afin de voir des merveilles réservées au ciel. Vus du haut, même les paysages les plus familiers changent sur cette terre où se déroulent nos vies quotidiennes. Du plus proche au foyer lointain, de la géographie naturelle à l'histoire humaine, un voyage aérien de 50 minutes vous donnera une expérience ultime inédite. Maintenant, commençons notre aventure dans le ciel. Dans l'imagination des hommes, la peau du dinosaure ressemble à celle de l'éléphant et du rhinocéros. Est-ce la vérité? En 2010, les scientifiques ont trouvé un granule pigmentaire dans les fossiles des dinosaures et ce granule est similaire à celle des plumes de l'oiseau. On en a déduit qu'il était possible que certains dinosaures aient une apparence proche des oiseaux. Peut-être que dans le futur, les maquettes de dinosaures seront colorées et des plumes multicolores apparaîtront. Bienvenue dans notre voyage forestier. Franchissons Grand Khingan afin d'écouter le renouvellement des vies vertes. En automne, nous allons rencontrer la forêt multicolorée de Petit Khingan. Nous approcherons des génies forestiers aimables et enfin aurons un jeu de poursuite avec les rois de la forêt. Nous ne pouvons avoir une expérience directe et vivante de l'immense étendue de Grand Khingan que pendant un vol au-dessus de la forêt. Grand Khingan ressemble à une mer forestière de 73 000 km². Sa superficie équivaut à 1/6 de celle de la province du Heilongjiang. Dans le passé, la nature a formé une forêt vierge en un temps infini. En revanche, l'abattage et les incendies l'ont beaucoup détruite. La plupart de ce que nous voyons maintenant sont des forêts secondaires plantées successivement après la fondation de la Chine nouvelle. Cette ville a vraiment de la chance. Elle garde une forêt vierge ayant survécu à l'incendie de 1987. Cet incendie en 1987 a détruit 1/10 de la forêt de Grand Khingan. Plus de 50 000 militaires et citoyens ont combattu pour l'éteindre en 28 jours. Afin de se souvenir, les hommes ont installé un musée juste à côté de la forêt. Continuons notre vol vers le sud-est pour aller voir Petit Khingan. Cet endroit a la réputation d'être le pays natal des sapins rouges. Les écureuils aiment bien cacher les pommes de pin dans différents lieux, mais ils n'ont pas une mémoire d'éléphant et ils oublient souvent où se trouve la cachette. Les pommes de pin oubliées germent au printemps
et cela permet aux sapins rouges d'élargir leur territoire. À part les sapins rouges, il y a beaucoup de types d'arbres qui s'éparpillent dans la forêt de Petit Khingan. L'automne attribue aux arbres une apparence multicolore. Dans le passé, cette forêt était synonyme de ressources. À ce moment-là, les trains qui traversaient la forêt de Petit Khingan n'avaient envie que d'exporter le bois et le charbon. Désormais, cette voie ferrée est devenue le meilleur itinéraire pour découvrir la forêt. Avec le développement de la civilisation écologique, la beauté de la nature revient dans le champ de vision des hommes. Quand on regarde la forêt du ciel, il nous est difficile de trouver la trace d'animaux. Nous sommes obligés de nous rendre dans des élevages pour les trouver. Sur le versant sud de la forêt de Petit Khingan, on y trouve le foyer d'un groupe de cerfs sika. Les rayures des cerfs sika servent de protection et se forment au fur et à mesure de leur évolution. En été, les taches en forme de fleurs de prunier ressemblent à celles de lumière traversant les feuilles. Dans la forêt, si un cerf sika ne bouge pas, il est difficile de le trouver. Les hauts et les bas que la forêt connaît ont des influences directes sur les animaux qui y vivent. Dans ce parc forestier de tigres, il y a plus de 500 tigres de Sibérie. Depuis leur naissance, ils vivent dans des zones de protection que les hommes installent. Leurs ancêtres sont 8 tigres sauvages de Sibérie, de sang pur. En Chine, les tigres sauvages de Sibérie étaient pendant un moment en voie d'extinction. Pour protéger l'espèce, les hommes ont établi des bases d'élevage et d'apprivoisement. En même temps que la reproduction, l'entraînement des tigres de Sibérie pour leur réintroduction est en cours. Les hommes veulent réveiller leur nature sauvage. Il semble que cette approche soit bien efficace. Ces tigres retrouvent petit à petit l'ère des rois de la forêt. Le drone est un objet inconnu qui pénètre dans le territoire, mais peut-être qu'il ressemble à un parfait ennemi imaginaire. Pour l'attraper, les tigres doivent encore s'entraîner plus dur. En faisant nos adieux à ces tigres de Sibérie, on voudrait bien partager une bonne nouvelle avec eux. L'environnement écologique de la forêt est en train de se rétablir. Peut-être que dans le futur, on aura l'occasion de les retrouver dans la forêt. Pendant ce voyage, nous allons embrasser une terre noire riche. La plaine, sur cette terre, crée un miracle agricole. Les lacs qu'elle nourrit sont d'une beauté incroyable. Maintenant, laissons-nous porter vers l'ouest pour rejoindre les pêcheurs d'hiver et aller à un rendez-vous avec des grues à couronne rouge. Très près, une ville pétrolière est en train de répandre un air attrayant de terre humide. Quand on parle de la bouche Sandian, souvent les gens pensent que c'est le centre de 3 rivières, mais ils ont tort. En fait, il n'y a que le fleuve Amour et la rivière Songhua qui se rejoignent ici.
Après la convergence de ces deux courants d'eau, le fleuve de deux couleurs est considéré comme un troisième fleuve. Voici l'origine du nom de la bouche Sanjiang. En raison de beaucoup d'houmous, le fleuve Amour présente une couleur noire bleutée. En revanche, la rivière Songhua a une couleur jaune en raison de sable dans l'eau. Ces deux eaux ont leur propre densité, donc il faut du temps pour qu'elles fondent l'une dans l'autre. Une dizaine de kilomètres plus loin, elles s'unissent enfin. Nous nous envolons maintenant vers l'est et arrivons dans la plaine la plus étendue du Rélondian. Elle s'est formée sous la force du fleuve Amour, de la rivière Songhua et de la rivière Wusouli. Pendant longtemps, cette plaine fut appelée la Grande Terre incultivable. Dans les années 50, des dizaines de milliers de personnes ont participé au défrichement de cette terre. Pendant la transformation de la Grande Terre incultivable en Grenier du Nord, il ne faut pas oublier le mérite de la terre noire. Ici, il y a un dicton. Il y a de l'huile dans la terre, même des baguettes peuvent y germer. La production annuelle de nourriture du Grenier du Nord dépasse les 30 milliards de kilos et nourrit 100 millions de personnes. Auparavant, l'envie de survie a poussé les gens à défricher la terre. Aujourd'hui, pour protéger l'écologie, le défrichement du Grenier du Nord s'arrête petit à petit. Et la terre humide, disparue à cause du défrichement, reprend doucement sa vitalité. Au sud de la plaine Sanjiang se trouve le plus grand lac d'eau douce du Rélondian. Une digue naturelle sépare le lac en deux parties bien distinguées, Grand lac Sinkai et Petit lac Sinkai. Le vent en provenance du Pacifique provoque souvent des déferlements sur le Grand lac Sinkai, qui ressemble ainsi à une mer grandiose. Le vent continue de souffler vers le Petit lac Sinkai, mais son souffle est atténué par la végétation sur les bords du lac. Par conséquent, le Petit lac Sinkai reste toujours calme. Nous nous envolons encore vers l'ouest. La température baisse. L'eau courante s'est transformée en glace. Les préparatifs d'une pêche d'hiver sont en cours. Sur une surface infinie, il n'est pas du tout facile de localiser un banc de poissons. Tout cela met les compétences des pêcheurs à l'épreuve. Creuser un trou à la surface gelée du lac et déterminer le lieu pour installer les filets sont des étapes clés de la pêche d'hiver. 6 heures du matin est le meilleur moment pour installer le filet. Le filet, d'une longueur de 1500 mètres, s'enfonce doucement au fond du lac. Après une longue attente de 5 ou 6 heures, le moment de retirer le filet arrive. Le premier poisson apparaît. Le premier poisson que l'on pêche signifie le bonheur. Et normalement, il coûte souvent très cher. Aujourd'hui, les pêcheurs ont vraiment de la chance. Il y a près de 100 tonnes de poissons. Pour les transporter, les pêcheurs se servent même d'une tractopelle. La pêche d'hiver transforme le lac tranquille et silencieux en un lieu de récolte plein de joie.
Datsing est une ville construite sur un champ pétrolier. 50 000 pompes de pétrole s'éparpillent sur un champ pétrolier faisant plus de 6 000 km². La fertilité et la consécration sont la meilleure note du bas de page de cette terre. Un demi-siècle plus tôt, la découverte du champ pétrolier Datsing a permis à la Chine de stopper la pénurie en pétrole. Le champ pétrolier Datsing a surpris son monde en produisant abondamment pendant 27 ans consécutifs. Le pétrole est une carte de la ville de Datsing, mais cette ville n'a pas seulement cet aspect unique. 60% du territoire de la ville de Datsing est recouvert de terre humide. Cette ville jouit de la réputation de ville de 100 lacs. Pendant le vol, des terres humides de grande superficie apparaissent dans notre champ de vision. Ces terres humides occupent 1/10 du territoire du Rélondian. La terre humide Jalon est le pays natal des grues à couronne rouge. Dans le monde entier, il n'existe qu'un peu plus de 2400 grues à couronne rouge sauvage, dont plus de 300 habitent dans la terre humide Jalon. Une grue à couronne rouge adulte déployée mesure plus de 2 mètres, mais elle pèse à peu près 10 kg. Leur forme agile permet aux grues à couronne rouge de voler jusqu'à une altitude de plus de 5400 mètres. La terre humide possède un air attrayant, mais en même temps, elle est pleine de miracles de la vie. Le Rélondian possède 1/5 des terres humides chinoises. Ce trésor vert compose ses propriétés riches. De plus, il change l'impression des gens sur la province du Rélondian. Pendant ce voyage, nous allons poursuivre le fleuve Amour pour découvrir le paysage aux frontières. Nous allons dans une ville qui fait face à la Russie à l'autre bout du fleuve. En suivant le courant, nous allons rejoindre un marathon sur la surface de l'eau gelée. Le fleuve Amour est un fleuve international qui traverse la Chine, la Russie et la Mongolie. Il a une longueur de 4370 km. Le fleuve Amour possède plus de 200 affluents. Et sous une bonne coopération, ces affluents arrivent à apporter la terre noire et en même temps, ils donnent la couleur au fleuve. Sur la surface gelée du fleuve, une course de vitesse et de force a lieu. Les sportifs participants viennent des deux pays, c'est-à-dire de la Chine et de la Russie. Le terrain de jeu est installé sur le fleuve Amour, qui sépare la Chine et la Russie. Aujourd'hui, les habitants se rapprochent grâce au sport. La ville de Reihe, où se situe le terrain de jeu, est un port très important pour l'import-export sino-russe. Les habitants de la ville pratiquent le commerce international depuis plus de 100 ans.
Les avantages géographiques décident de la relation particulière de cette ville avec la Russie. De l'autre côté du fleuve se situe la troisième plus grande ville russe, en Orient lointain, Blagovetchensk. La distance entre ces deux villes est de moins d'1 kilomètre et elles sont appelées des villes jumelles sino-russes. En nous avançant le long du fleuve Amour, nous rencontrons par hasard des amateurs de marathon. L'originalité du marathon est que tout le circuit se situe sur la surface gelée du fleuve. Au retour du printemps, la neige fond et le circuit se transforme en des torrents qui courent vers l'océan. Ce voyage lie le passé et le présent du Rélondiang. Nous allons rendre une visite à un dépôt de locomotives endormi. En longeant le chemin ferroviaire, nous arrivons au cœur de cette terre étendue et écoutons ses gloires passées et ses rêves futurs. À l'origine, la montagne Ouérou est une éminence inconnue. Mais le roman Océan forestier et plaine neigeuse l'a rendu populaire. Au dire du peuple, l'histoire de Yanzeron, qui a exterminé les bandits, a eu lieu ici. En 1967, la découverte des ruines de l'antre du bandit Zhuo Shandia confirme la supposition des gens. La cité du cinéma, proche de la montagne Ouérou, a été construite pour tourner le feuilleton Océan forestier et plaine neigeuse. Ici, il semble que l'on appuie sur le bouton répété et que l'histoire classique, détention stratégique de la montagne Ouérou, se met en scène sans arrêt. Au pied de la montagne Ouérou se situe un petit bourg centenaire. L'histoire de ce petit bourg commence par plus de 200 bâtiments au style russe. À la fin du 19e siècle, la Russie a construit le chemin de fer de l'Est chinois. Le bourg de Rangdarodze est devenu le centre de direction des travaux. Beaucoup de techniciens russes sont venus ici pour vivre. Cette construction à forme d'éventail était auparavant l'entrepôt de locomotives. À travers la table de rotation, les locomotives peuvent changer de direction facilement. Au fur et à mesure du remplacement du moteur à vapeur par le moteur à combustion interne, il y a plus de 20 ans, cet entrepôt a été abandonné. L'époque de la vapeur est figée ici, mais la relation entre le petit bourg et le monde n'est pas interrompue. Rangdarodze reste la voie incontournable pour se rendre à Harbin. La rivière Songhua est l'affluent le plus long du fleuve Amour sur le territoire chinois. Et la ville de Harbin se trouve juste à son bord. Les 3 grandes arches blanches de l'extra grand pont de la rivière Songhua sont remarquables. En 2014, ce nouveau pont a été construit et mis en service. Par conséquent, le vieux pont centenaire situé à quelques dizaines de mètres fut mis à la retraite.
Ce vieux pont a presque le même âge que Harbin. Il a été construit en 1901 par les Russes. Depuis plus de 100 ans, il est un élément important du chemin de fer de l'Est chinois. À cette époque, la ville de Harbin, profitant d'une bonne situation géographique, fut choisie comme centre de ce chemin. Le marathon de Harbin a lieu en automne. En partant du vieux quartier, nous allons nous rendre au nouveau quartier. Plus de 30 000 personnes sont en train de traverser le passé de cette ville. Il y a plus de 100 ans, la ligne du chemin de fer de l'Est chinois reliait Harbin au monde. Le chemin de fer y apportait des marchandises et aussi des migrants. Ici, il y eut jusqu'à 19 consulats. Dans les années 30, cette ville était la deuxième métropole en Asie. On la nommait le Moscou oriental. Il y a plus de 100 ans, ce n'était qu'un petit port temporaire au bord de la rivière Songhua. Les cargos s'amarraient pas très loin du lieu où s'installe aujourd'hui la tour en mémoire de la lutte contre les inondations. Après être déchargés des cargos, les marchandises étaient transportées vers le chantier par des pousse-pousse et des chariots menés par des chevaux. Petit à petit, une rue apparaissait dans ce désert. Voici la forme originelle du boulevard central. Plus tard, les migrants ont acheté le terrain au bord de la rue. Petit à petit, ce lieu est devenu une rue commerciale aux caractéristiques étrangères. En raison de la croissance des étrangers, des églises de différentes sortes ont été construites dans cette ville. Cette ville est marquée par les empreintes de la culture russe et de nouveaux modes de vie ont été transportés ici. En raison de la grande demande de bière venant des Russes, la première usine de bière est apparue en Chine. Les habitants de Harbin, qui n'avaient pas l'habitude de boire de la bière, consomment maintenant plus de 100 bouteilles par an, par personne. Le mélange miraculeux des cultures orientales et occidentales se cache dans la zone qui s'appelle Lao Dawai. À l'époque où les étrangers se rassemblaient ici et où le commerce était assez populaire, les commerçants chinois les imitaient en transformant la façade qui donnait sur la rue en façade au style occidental. Mais les cours arrière gardaient encore le style traditionnel chinois. C'est la disposition de la vie à laquelle les Chinois sont habitués. Depuis une centaine d'années, il y a beaucoup d'opportunités dans cette terre noire riche. Et jusqu'à maintenant, les gens croient encore qu'il y a encore du potentiel caché dans cette terre. Au pied de la ville de Harbin, il y a le couloir économique de l'Asie du Nord-Est, dynamique et prospère. Cette ville présente des aspirations partout pour le développement. De plus, dans ce couloir économique est confié le désir d'un pays pour obtenir une coopération gagnant-gagnant.